Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir pour cette troisième édition d'Éthique en question, organisée par le CAL Luxembourg et le SLP Luxembourg. Alors nous savons tous et toutes, parce que nous l'avons vu, parce que nous l'avons lu ou parce que nous l'avons vécu personnellement, que les maisons de repos ont été particulièrement et très durement touchées par la crise sanitaire du Covid, et d'ailleurs elles le sont encore. Tant en termes de mortalité, puisque 61% des décès attribués au Covid l'ont été en maison de repos, mais aussi en matière de droits humains, suite aux mesures gouvernementales notamment. Alors c'est justement sur cette question qu'a décidé de travailler Amnesty à travers un rapport qui s'intitule « Les maisons de repos dans l'angle mort », où ils se sont penchés sur les droits humains des personnes âgées pendant la pandémie de Covid-19. Je dirais la première vague, hein, avec le peu de recul qu'on avait. Et puis, il y aura aussi tout un travail à faire, évidemment, par après. Alors, pour en parler avec nous ce soir, nous accueillons Monsieur Philippe Hansmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty. Monsieur Hansmans, pardon pour la prononciation, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, juste avant de commencer, pour les personnes qui nous écoutent, vous rappelez que nous sommes en Facebook Live et donc vous pouvez poser des questions dans les commentaires, ils me seront transmis et je pourrai alors les poser directement à notre intervenant du jour. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc sur la question particulière des maisons de repos, j'aurais quand même voulu aborder avec vous la question plus générale des droits humains. Puisque tous et toutes, nous avons vu nos droits ces derniers mois être durement restreints. Je pense par exemple à la liberté de circulation, au droit à l'enseignement. Alors, ça nous pose un petit peu face à un certain dilemme éthique. D'un côté, la santé de tous et toutes, mais de l'autre aussi des droits fondamentaux auxquels nous tenons. Alors, qu'en penser? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est acceptable? À quoi devons-nous être attentifs? Alors, en fait, c'est même pas une question éthique, je pense, même si on peut l'aborder sous cet angle-là, hein. Nous l'abordons uniquement sur la question du droit et du droit international. Et or, que dit le droit international? C'est qu'il n'y a pas de hiérarchie des droits, hein. Donc, il n'y a pas de droits qui sont supérieurs aux autres, mais il peut se faire que dans certaines circonstances, on doive raboter certains droits pour garantir d'autres droits. Ici, c'est le droit à la santé, bien entendu, hein, mais c'est vrai aussi, par exemple, le droit à l'eau potable. Ça veut dire que l'État peut s'approprier, en quelque sorte, des propriétés privées pour garantir que chacune et chacun ait accès à l'eau potable. Mais il y a aussi des conditions qui sont définies par le droit international. Et ces trois conditions essentielles, c'est que si on rabote des droits fondamentaux en cas d'urgence, en cas d'épidémie ou de lutte contre le terrorisme, par exemple, hein, comme on a vu dans d'autres circonstances, ça doit être écrit, ça doit être légalisé en quelque sorte. Ça, c'est la première condition. Donc, c'est pas quelque chose qui se décide comme ça sur un coin de table et puis on décide que du jour au lendemain, ça va être comme ça. Non, ça doit être écrit quelque part. Ça doit surtout être proportionnel, c'est-à-dire que l'ampleur des mesures qui sont prises doivent être en proportion du risque que courent les gens. Et donc, on ne peut pas du jour au lendemain dire il y a je sais pas moi, il y a des clous sur la route à Herpsquerps et du coup on va interdire la circulation dans tout le pays, hein. Ça, ce serait complètement démesuré. Troisième condition, c'est que on fixe une date limite, que ce soit limité dans le temps. Et donc évidemment ça, ce sont des trois ingrédients de base qui sont absolument nécessaires. Et d'ailleurs, sur certains sujets, nous sommes intervenus auprès du Parlement, par exemple. Je suis intervenu dans des conférences de la Commission de l'Intérieur du Parlement lorsqu'il s'est agi de mettre en place la banque de données Cienzano, et d'ailleurs, nous ne sommes toujours pas d'accord avec la façon dont ça s'est déroulé et la façon dont ça a été mis en œuvre. À partir du moment où on peut garder pendant 30 ans des données individuelles sans
sans les anonymiser, pour moi, il y a un problème ici qui se pose. Donc voilà, ça, ce sont les trois éléments principaux. C'est vrai qu'il y a des droits qui sont tout à fait inaliénables, hein. On ne peut pas toucher, on ne peut pas revenir sur le droit à ne pas être victime de la torture et des choses comme celle-là. Mais pour le reste, oui, on peut le faire, mais à certaines conditions et que ce soit limité dans le temps. Merci. On me dit qu'il y a un écho lorsque je parle, donc peut-être si vous pouvez couper votre micro juste le temps que j'intervienne. J'essaierai de faire de même. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, hein, qui sont ici évidemment les maisons de repos qui ont été particulièrement touchées, vous affirmez clairement dès la première ligne du rapport qu'il y a eu violation des droits des résidents et des résidents des maisons de repos. J'ajouterais même, et vous en parlez, du personnel et des familles. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? J'imagine que vous avez vécu des rencontres, vous avez eu des témoignages. Donc, de quoi parle-t-on en termes de violation? Alors, c'est une étude, c'est un travail qui a duré 3 mois, hein, avec des rencontres des principaux acteurs, à la fois des acteurs des directions de maisons de repos, des personnes, du personnel qui y travaille, des familles et des résidents, encore que ça a été très limité vu la difficulté d'accéder aux résidents des maisons de repos et le besoin de les protéger aussi pour ne pas provoquer d'infection. Je rappelle quand même qu'il a suffi de la visite d'un Père Noël dans une maison de repos récemment pour qu'il y ait plus d'une 50aine de personnes qui soient contaminées, et ce qui montre le vrai risque qu'il y a là derrière. Et donc, nous avons fait cette enquête après la première vague, ce qui est évidemment extrêmement important à retenir, même si, on l'a vu, lors de la deuxième vague, des éléments étaient mieux gérés, sans doute. Certains éléments étaient mieux gérés, mais pas tout. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que, et c'est la façon dont nous travaillons toujours aussi, c'est en nous basant sur le droit international. Donc, il est évident qu'il y a des éléments que nous n'avons pas pris en compte, parce que dès que vous soulevez le coin du voile des violences à l'égard, des mauvais traitements à l'égard des personnes âgées dans les maisons de repos et les personnes âgées en général, il y a des flux de témoignages qui vous arrivent et qui sont parfois impossibles à vérifier. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est d'interpeller, bien entendu, les autorités et d'abord de faire un constat qui soit relié à certains droits fondamentaux. Et donc, le premier droit évident qui était lié, enfin, la première chose que je voudrais dire d'abord, c'est qu'en faisant cette étude, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que, comme pour beaucoup d'autres choses, la COVID a été révélatrice de situations préexistantes qui n'étaient pas acceptables. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai dit à un ministre que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps pour parler de la question. J'ai dit, notre objectif n'est pas de revenir à la situation avant la crise de la pandémie, c'est d'améliorer la situation telle qu'elle existait déjà avant. Parce qu'aujourd'hui, 40% des maisons de repos financent elles-mêmes le personnel supplémentaire nécessaire, entre guillemets, pour faire fonctionner les maisons. Et donc, il est clair qu'on a des normes qui ont été créées en 82, et comme a dit un acteur du secteur, elles ont été créées à pouf, mais vraiment comme ça, en suçant de son pouce ou en mettant le doigt mouillé en l'air, en disant oui, avec ça, on aura assez. C'est pas assez. Donc, effectivement, ce que ça a révélé, c'est qu'il y a un personnel et un financement qui sont insuffisants. Et ça a évidemment explosé les chiffres quand on a vu ce qui se passait. Il y avait aussi un manque de préparation totale par rapport à la pandémie. Il y avait une étude qui avait été faite en 2006, mais qui n'a jamais été mise en œuvre, de comment traiter les pandémies dans les maisons de repos. C'est quelque chose qui existait pour les hôpitaux, ce qui explique en partie pourquoi le choc a été moins lourd dans les hôpitaux que dans les maisons de repos. Mais en attendant, on s'est retrouvé avec un personnel qui n'était insuffisant, des financements insuffisants, du matériel insuffisant. On se rappelle les masques qui manquaient, les testings, les équipements de protection individuelle. Et de surcroît, si je puis dire, le problème, évidemment, c'est la fragmentation réglementaire, la fragmentation des pouvoirs.
il y a plus de ministres de la Santé en Allemagne qu'en Belgique, quoi qu'on pense, mais là, il y a une certaine hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui peut piloter d'en haut et dire, mais non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et tout ce que les ministres régionaux peuvent apporter, c'est ce qui va être un ajout de qualité, mais qui n'est pas, qui ne peut pas remettre en question les décisions prises au niveau central. Et donc, ce qui est frappant, c'est que le personnel aussi n'était pas formé pour ça. Hein? Donc, on s'est retrouvé avec du personnel qui n'était pas protégé, qui était insuffisant. Et ça date pas, encore une fois, ça date pas d'hier. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un l'autre jour qui a travaillé dans 2 maisons de repos différentes et qui m'a dit, mais tu sais, quand tu es seul à servir un repas à 15 personnes, la première personne reçoit un repas chaud, la 15e reçoit un repas froid. La grande différence, peut-être ici, c'est que il y a des travailleurs de maisons de repos qui nous ont dit, mais vu la circonstance, il n'est pas possible, il ne m'est pas possible de donner à manger à tout le monde tous les jours. Vous vous rendez compte, on n'est pas en Somalie au moment d'une sécheresse très très grave, on est en Wallonie profonde. Donc ça, c'est ce qu'on a pu observer. Et donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le personnel se retrouvait non seulement insuffisamment protégé, non seulement en nombre insuffisant, mais de surcroît avec des tâches supplémentaires qui venaient se rajouter à celles qu'il devait déjà remplir, à savoir des tâches qui normalement reviennent aux hôpitaux. On a pu constater dans les statistiques que auparavant, je pense, je regarde les chiffres ici parce que je ne les connais pas par cœur, 87% des cas, 86% des cas graves se retrouvaient à l'hôpital, hein, des cas de maladies graves venant de maisons de repos se retrouvaient à l'hôpital, contre 57% dans les circonstances qu'on a connues ici. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut pas dire que le gouvernement a décidé à un moment donné qu'il fallait donner la priorité aux hôpitaux. Hein, comme ça s'est passé dans d'autres pays, au Royaume-Uni notamment, on a dit pas question d'envoyer les personnes âgées dans les hôpitaux. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais malheureusement, l'information est très mal passée et certains l'ont interprété comme ça. Et par ailleurs, certains hôpitaux avaient donné aussi des instructions, notamment aux ambulanciers, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation complètement hallucinante où nous avons des témoignages qui montrent que des ambulanciers arrivaient devant la maison de repos, regardaient, non, ces personnes-là, non, 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 non. Vous la laissez dans un coin avec de la morphine. Moi, je ne la prends pas avec, elle est trop loin et basta. Et de facto, il y a un nombre beaucoup moins important de personnes âgées qui ont pu être hébergées dans les hôpitaux. C'est aussi, il a fallu attendre le mois de juillet pour qu'il y ait des circulaires qui viennent des ministres pour dire attention, égalité de toutes et de tous, hein, en respectant bien entendu les testaments de vie, en quelque sorte, que les gens ont laissés, hein, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils veulent comme type de traitement. Mais on s'est retrouvé dans les circonstances où, effectivement, il y avait beaucoup moins de cas qui auraient dû normalement être traités, ce qui fait du travail en plus, parce qu'il faut rajouter des appareils à oxygène, etc., mais ce ne sont pas forcément des éléments sur lesquels les personnes étaient formées. Donc, il faut augmenter la surveillance au confinement, il faut faire des tâches d'assistance, de signalement aussi, pour voir si les choses se passent bien ou pas bien, ce qui en partie était fait, mais là, je crois qu'il ne faut pas trop compter là-dessus, par les familles et les visiteurs, parce que de toute manière, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un grand nombre de familles qui ne viennent pas voir leurs parents dans les maisons de repos en temps normal, et ici encore moins. Et puis, la diminution assez importante de visites des médecins généralistes, en tout cas dans la première phase. Ce qui fait que le suivi de personnes individuelles a été beaucoup plus light, si je puis dire, beaucoup plus léger. Et il y a des personnes nous avons des exemples de personnes qui sont probablement décédées de soif et de faim dans des maisons de repos parce que le personnel n'avait pas le temps de vraiment prendre le temps de parler avec ces personnes ni de leur donner à manger comme il faut. Hein. Parfois, ça prend du temps. C'est pas un truc où il suffit de déposer le plateau et puis de dire je reviens dans une demi-heure, mangez vite. Il faut fonctionner autrement. Il n'avait pas le temps de le faire et il n'avait pas le temps d'échanger avec la personne pour voir comment ça se passait.
On a un témoignage comme ça, terrible, d'une dame qui nous dit, on l'a prévenu que son mari allait probablement décéder dans les jours qui venaient. Elle a dit, mais alors, moi, je préfère qu'il revienne à la maison. Et il y a eu un frein comme ça. Elle a dû se battre pour qu'elle puisse quand même le récupérer et le ramener à la maison. Et puis, elle a fait venir le médecin en disant, mais je voudrais quand même bien voir ce qu'il a, quoi. Et c'est là que le médecin a dit, mais il est complètement déshydraté. On l'a réhydraté comme il faut et ce monsieur est toujours en vie aujourd'hui. Donc, si on avait laissé les choses aller, si la dame avait laissé les choses aller, eh bien, son mari serait décédé. Donc, on a manifestement au niveau c'est pour ça qu'on a appelé notre rapport l'angle mort de la politique par rapport au Covid. Je crois, il y a quelqu'un qui a dit, un responsable de la Fédération des maisons de repos, d'une des fédérations de maisons de repos, qui a dit, vous savez, je pense que dans un premier temps, les gouvernements avaient vu les images de ce qui se passait dans les maisons, dans les hôpitaux italiens. On a voulu éviter la même chose avec des gens dans les corridors, etc. Et donc, on a mis le paquet sur les hôpitaux en oubliant complètement les maisons de repos. Ce qui est quelque chose qui, même en dehors des pandémies, est vrai aussi en permanence, quoi. Et donc, on se retrouve alors avec une charge de travail supplémentaire pour les travailleurs, aussi moins de travailleurs, parce qu'il y en a qui tombent malades. Donc, le nombre, si on restait dans une situation équivalente, il y a moins de travailleurs qui sont là de toute manière. Et ça, alors, ça donne quoi? Ça donne moins d'aide informelle aux personnes âgées, hein, et négligence dans certains cas. Nous avons eu des témoignages de cas de négligence, des personnes qui étaient lavées, qui étaient enfermées, hein, on fermait la porte à clé et on fait de la contention. On a augmenté apparemment, on n'a pas pu avoir les chiffres encore, mais la contention chimique ou physique a augmenté apparemment. Et on se retrouve avec alors des personnes qui ont des langes qu'on ne change pas pendant 24 heures. Et c'est des situations totalement abominables. Donc c'est pour ça que nous parlons de violation du droit à la santé, parce que on n'a pas pu avoir, les personnes n'ont pas pu avoir tous les droits, tous les soins qu'elles requéraient et auxquels d'autres avaient accès. Les hôpitaux, les médecins généralistes, tout ça, c'était pas disponible. Donc le droit à la santé n'était pas correctement accordé. Et d'autre part, c'est aussi le droit à la non-discrimination, puisque on a fait des tris. On a décidé à un moment donné qu'en fonction de la situation de la personne, elle pouvait avoir accès à des soins ou pas. En tout cas, pendant tout un temps, avant que des circulaires ministériels ne circulent. Et donc, ça veut dire que il y a aussi d'autres impacts, hein, qui sont des impacts qui sont liés au confinement, justement, pour les personnes âgées. C'est-à-dire que ça a un impact psychologique très, très lourd, parfois, sur les personnes elles-mêmes. Et enfin, il y a une rupture aussi avec le code belge des droits du patient, qui dit que dans la mesure du possible, il doit être impliqué dans la gestion de la maison, dans les décisions qui le concernent. Qu'est-ce qu'on a pu, pour donner un tout petit exemple, on s'est retrouvé, on a pu voir comme ça des maisons de repos qui étaient dans un grand, grand parc et où la direction avait décidé quand même que les personnes ne pouvaient pas sortir. Et on ne parle pas ici de personnes qui souffrent d'Alzheimer ou hein, qui sont dans les cantous, etc. C'est vraiment des personnes qui, simplement parce qu'elles sont dans une maison de repos, tout d'un coup, perdent tous leurs droits et n'existent plus en tant qu'être humain, que citoyen. On les implique pas dans les décisions qui les concernent, dans la cuisine, dans plein de choses qu'elles pourraient faire. Il y a des expériences vraiment intéressantes hein, qui existent, mais qui manifestement n'ont pas été du tout mises en place. Je voudrais terminer avec une chose, parce que le temps avance, je vois. C'est qu'on a un gros problème en Belgique, parce que c'est une étude qui porte sur toute la Belgique. On a fait tant du côté flamand que bruxellois et que wallon. Mais c'est le problème du contrôle et de l'inspection. Donc, c'est-à-dire que
on est ici dans une situation qui relève même si ça semble démesuré comme affirmation, qui relève de la Convention pour l'abolition de la torture et des mauvais traitements. C'est-à-dire que tout endroit dans lequel les personnes sont enfermées, entre guillemets, ou en tout cas n'ont plus la liberté de circuler comme elles le pourraient, eh bien, il faut qu'il y ait une série de garanties. C'est vrai pour les prisons, mais c'est vrai aussi pour les hôpitaux psychiatriques. Nous n'avons pas fait de la recherche sur les maisons psychiatriques, justement, ou les institutions pour personnes handicapées, parce qu'apparemment, il y a des témoignages qui remontent là aussi. Bref, dans tous ces endroits où les personnes n'ont pas la liberté de circuler comme elles le veulent, hein, et de prendre les décisions comme elles le veulent dans la vie, si elles étaient restées à la maison, eh bien, il faut qu'il y ait des garanties qu'un minimum de droits soit respecté. Et pour ça, il faut des services d'inspection totalement indépendants. Or, ce n'est pas le cas en Belgique. En Belgique, nous n'avons pas un système indépendant comme il commence à se mettre en place pour les prisons. Hein. Pour les prisons, il y a le Conseil central de surveillance des prisons. Il faudrait un mécanisme similaire pour les maisons de repos, parce que bien souvent, ce qu'on a constaté, c'est que lorsqu'il y a une plainte qui est déposée, il y a eu beaucoup plus de plaintes qui ont été déposées aussi. Mais lorsqu'il y a une plainte qui est déposée, eh bien, l'organe chargé du contrôle prévient la direction qui va en venir le lendemain. Hein? Donc, il n'y a pas d'inspection, je dirais, ou rarement en tout cas, d'inspection à brûle-pourpoint comme ça, où on peut aller vérifier ce qui se passe dans les maisons de repos. Et donc ça, c'est un des éléments sur lesquels nous attirons beaucoup l'attention des autorités concernées, c'est la mise en place de mécanismes d'inspection qui ne sont pas chargés seulement de vérifier qu'il y a bien au moins 80 cm entre le lit et la fenêtre pour l'agrément des maisons de repos, mais c'est que les pratiques qui sont effectuées sont respectueuses des droits fondamentaux. Merci. Alors, si vous permettez, on a déjà toute une série de questions qui viennent de nous parvenir. Alors, avant d'en arriver au dernier aspect que je voulais aborder avec vous, qui était celui des perspectives, je vais peut-être déjà vous faire part de quelques-unes de ces questions sur votre intervention. Vous avez notamment parlé d'enfermement et nous avons un commentaire qui dit est-ce qu'on ne peut pas comparer ce qui a été vécu par les résidents à ce qui est vécu dans les prisons? Est-ce que d'une certaine manière, ils n'ont pas été détenus dans leur résidence? Oui, mais en même temps, c'est pas forcément quelque chose d'interdit. Hein. Nous ne disons pas que c'est interdit. Que l'on puisse prendre des décisions, comme je l'ai dit, pour le bien-être de tout le monde. Hein. Si on autorise tout le monde à sortir, ça veut dire que, comme je disais, on a vu avec le Saint-Nicolas qui est venu dans une maison de repos, boum, plus de 50 personnes qui sont infectées, y compris d'ailleurs le personnel. C'est clair qu'il faut prendre des mesures qui empêchent ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne doit pas y avoir de mécanisme de contrôle. Moi, j'ai été soufflé parce que quand on a sorti le rapport, j'ai participé à des débats comme ça à la radio, etc. Les témoignages qui affluaient, même les journalistes eux-mêmes n'en croyaient pas leurs oreilles, tellement ils ont entendu des choses abominables qui se déroulaient. C'est vrai, on doit mettre en place des mécanismes d'inspection qui sont comparables à ceux qui existent pour les prisons et d'autres lieux de détention, avec des objectifs un peu différents, bien entendu, en tenant compte de la spécificité de ces endroits-là. Mais oui, il faut des mécanismes d'inspection comme ces endroits-là. Oui. Alors, une autre question sur la liberté qui était laissée aux directions des maisons de repos, puisqu'il y a toute une série de mesures qui leur sont tombées dessus. Vous en parlez dans votre rapport, d'ailleurs, parfois qui changeaient de semaine en semaine. Hein. Quelle était la part de liberté qu'ils avaient par rapport à toutes ces mesures? Alors, c'est un peu ça le problème, c'est que, et d'ailleurs, c'est ça qui nous a permis, il suffit de voir qu'il y a eu parfois dans un même village hein, des taux de contamination tout à fait différents d'une maison de repos à l'autre. Et ça a beaucoup dépendu de l'énergie et des mesures qui ont été prises très, très vite ou pas par les directions. Il y a des directions qui, dès qu'elles ont entendu parler de pandémie,
ont pris des mesures très, très strictes peut-être pas de confinement, mais en tout cas de désinfection, de matériel de protection pour le personnel, etc. Ce qui n'a pas été le cas partout. Et c'est vrai que dès lors qu'il n'y avait pas de plan structuré, mis en place avec les moyens qu'il faut pour lutter contre la pandémie, qu'est-ce que je fais s'il y a une pandémie? Ben, certains directeurs ou directrices de maisons de repos se sont retrouvés fort dépourvus quand la pandémie est venue. Merci La Fontaine. Oui, une question peut-être, deux questions par rapport aux résidents et deux besoins dont ils ont peut-être été privés. Donc, je vais les lier ensemble si vous le permettez. Qu'est-ce qui a été prévu pour pallier au manque de contact des résidents, pour le moral, pour pouvoir garder et nourrir ce besoin social fondamental que nous avons tous, et d'ailleurs dont nous avons tous souffert, ceci dit. Et avez-vous des informations sur l'accès des résidents aux soins en santé mentale? Puisqu'on parle beaucoup des difficultés en général d'avoir accès aux soins de santé mentale, est-ce que les résidents ont été particulièrement touchés par cette question? Alors, on n'a pas fait un chapitre spécifique sur la question de la santé mentale, mais c'est quand même repris dans le rapport sur l'impact qu'a pu avoir au niveau de la santé mentale, qu'ont pu avoir les mesures qui ont été prises ou l'absence de mesures ou les manquements au niveau des contacts humains, évidemment. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le personnel était en nombre insuffisant, même souvent diminué par rapport aux chiffres précédents, puisqu'il y avait des gens qui étaient malades, et les médecins généralistes n'étaient pas là, et les familles n'étaient pas là. Donc, tout ça mis ensemble fait qu'évidemment, il y a une diminution des contacts humains, même si, encore une fois, je crois qu'il faut être honnête et reconnaître que quand vous discutez avec du personnel de maisons de repos, ils vous diront, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne viennent jamais voir leur famille, leur maman, leur papa dans la maison de repos. Et donc, oui, c'est clair que on n'était pas préparé du tout, ni dans l'accompagnement psychologique d'ailleurs. Donc, puisque même les médecins généralistes ne pouvaient pas rentrer dans les maisons de repos, vous imaginez bien, c'était probablement le cas dans beaucoup de maisons, en tout cas, en ce qui concerne une possible aide psychologique. Je ne peux pas m'avancer trop là-dessus parce que j'ai pas de chiffres et de statistiques très claires là-dedans, mais c'est vrai que ça a eu un impact au niveau psychologique. Il aurait fallu ça. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que beaucoup de maisons de repos étaient sous-équipées et sont encore sous-équipées en ce qui concerne, par exemple, les connexions Internet, qui auraient permis un minimum, même si ça suffit pas, c'est jamais suffisant, mais une connexion avec la famille via un Zoom ou via un système de visioconférence permet sans doute de mieux maintenir le contact et d'échanger avec la personne comme ça. Malheureusement, beaucoup de maisons ne sont pas du tout équipées pour ça. Alors, j'en viens justement à ma préoccupation et à ma dernière question sur les perspectives. Entre la première vague et la deuxième vague, il y a déjà eu des choses qui se sont mises en place. On sent clairement que la première vague, on était dans l'urgence. On l'est toujours, mais enfin, il y avait quand même déjà une certaine vision qui avait émergé. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a déjà été mis en place au niveau des maisons de repos? Je pense au plan interne d'urgence, par exemple, ou à des promesses qui ont été faites d'augmentation des subsides. Et quelles recommandations est-ce que vous feriez pour améliorer en fait la manière dont nous accueillons les personnes âgées en maison de repos? Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une amélioration lorsque la deuxième phase est arrivée parce que il y avait plus de matériel qui était disponible, les masques, l'équipement de protection, on s'est retrouvé moins démunis encore une fois. N'empêche qu'on a vu qu'en fonction des disponibilités matérielles et des priorités politiques, les tests ont été interrompus et puis ont repris, mais seulement en partie. On a dit, maintenant, on va prendre uniquement les tests pour les nouveaux venus et ceux qui reviennent de l'hôpital. Et puis là, maintenant, la ministre a annoncé, en tout cas, il y a déjà quelque temps, que les tests seraient systématiques pour tout le monde.
Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on ait progressé comme ça, mais ça montre que l'on est encore un peu trop en train de répondre à l'urgence. En même temps, je peux comprendre, hein, quand on débarque comme ministre responsable de la Santé, on n'est pas responsable forcément de tout ce que les prédécesseurs ont fait ou pas fait, surtout. Il faut répondre dans l'urgence. Maintenant, ce que moi j'espère, ce que nous espérons, c'est que, les mesures nécessaires soient prises dans les médias et notamment la formation. On oublie très, très souvent la question de la formation du personnel dans les maisons de repos. Ça, c'est essentiel. La question, bien entendu, des subsides de fonctionnement et du nombre de personnel nécessaire pour faire tourner une maison comme il faut en ayant un quota de personnes, d'aides-soignantes par rapport aux personnes résidentes qui soient pas trop grands, hein, trop écartés. Ça, c'est certainement extrêmement important. Et puis, ces mesures dont nous avons parlé, des mesures d'inspection et qui permettent d'aller voir sur le terrain ce qui se passe et se donner vraiment les moyens de contrôler ça. Lorsque tout ça sera mis en œuvre et qu'il y aura des vrais plans, maintenant ça commence à se mettre en œuvre, heureusement, hein, mais lorsqu'il y aura vraiment des plans complets, parce que ce ne sera pas la dernière pandémie, il y en aura d'autres, probablement, et malheureusement. Et donc, il faut qu'on soit prêt à faire face à ces nouvelles pandémies à l'avenir et de façon beaucoup plus organisée que ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors justement, par rapport à ce qui va suivre, aux mois qui vont venir, nous avons une question d'une personne qui nous écoute. Doit-on, et j'ai envie d'ajouter, peut-on obliger les résidents à se faire vacciner? Alors, c'est une question très difficile parce que, encore une fois, si on prend les trois conditions dont je vous parlais au début de l'exposé, hein, la légalité, l'affaire, la proportionnalité et la durée, on peut comprendre dans certaines circonstances, les vaccins sont obligatoires pour tout le monde. On le voit pour la polio, par exemple, hein, et lorsqu'on abaisse la garde, on voit que ça remonte. Donc, il se pourrait, moi je ne le défends pas absolument, et je crois que la position du gouvernement est plutôt de dire, s'il y en a qui ne veulent pas, tant pis. Mais je pense qu'on pourrait imaginer qu'un gouvernement oblige, en tout cas certaines catégories de population, à être vaccinées pour leur bien, en quelque sorte. Alors, nous n'avons évidemment pas fait le tour de la question, mais vous savez que notre format se veut court, justement. Nous n'avons pas d'autres questions, donc nous nous sommes fait le relais de toutes les questions qui nous étaient arrivées. Donc, je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence. Dites-nous, où est-ce qu'on peut trouver votre rapport si on décide... Sur amnesty.be. D'accord. Le site amnesty.be, vous pouvez le télécharger. Il y a des résumés et tout. Il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Il est disponible en ligne. Oui. Vous avez fait aussi plusieurs rencontres, hein, je pense, pour le présenter. Oui, on a fait plusieurs rencontres pour le présenter. Et puis alors, il y a déjà eu des questions parlementaires au Parlement wallon, au Parlement flamand. On a eu une rencontre avec M. Marron à Bruxelles. On va continuer les rencontres aussi. On a une interpellation au niveau fédéral aussi. Donc, on va continuer le travail là-dessus. Il y a d'autres associations aussi. Il y a une plateforme d'ailleurs qui s'est créée avec la Ligue des droits humains, MSF, le gang des vies en colère, etc. Et ce qui fait que les choses sont en train de bouger, en tout cas. Les maisons de repos ne sont plus dans l'angle mort. Mm-hmm. En ce qui nous concerne au niveau du CAL Luxembourg, nous avons travaillé non pas spécifiquement sur les droits humains en maison de repos, mais nous venons de créer une animation sous forme de jeu de société sur les droits humains en général et la déclaration des droits humains plus particulièrement. C'est un jeu qui vient de sortir et nous allons en faire la présentation à partir du mois de janvier pour animer vraiment pour du tout public. Donc ça aussi, c'est une action qui... Je serais ravi de le découvrir. Oui, je pensais à vous justement, mais je pense que je vous contacterai pour vous inviter à la session de présentation. OK. Donc, on conclura comme ceci. Je remercie à toutes les personnes qui ont été avec nous ce soir et qui ont posé leurs questions. La vidéo sera de toute manière toujours visible sur notre Facebook. Donc, si vous voulez inviter des gens à aller la voir, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Au revoir.